Smart et réglo, le droit, rien que le droit, et on parle eh bien, du règlement intérieur aujourd'hui avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Avocat en droit social, cabinet Berilo. Il y a le règlement intérieur, mais il y a une nouvelle réglementation. On est d'accord, c'est la raison pour laquelle vous choisissez de nous en parler. Oui. Parce que ça va modifier un tout petit peu les règles du règlement intérieur. Oui, beaucoup. En fait, ça fait partie des devoirs de vacances, peut-être des DRH des entreprises, parce que effectivement, vous savez, et vous avez fait des chroniques là-dessus, la loi Warsmann de fin mars 2022 a modifié la réglementation relative aux lanceurs d'alerte et à leur protection. Et parmi les dispositions de cette loi, il y en a une qui concerne plus particulièrement les DRH, qui est celle de l'obligation d'actualiser le règlement intérieur de l'entreprise pour refléter cette nouvelle réglementation. Qui rajoute des articles. Exactement, il va falloir actualiser donc le règlement intérieur et le faire avant le 1er septembre. Donc voilà, c'est les devoirs d'été des DRH et des entreprises que d'actualiser le règlement intérieur qui est applicable dans leur entreprise. Donc dans les articles ou l'article supplémentaire, c'est un article qui stipule que le lanceur d'alerte sera protégé, encadré, qu'il y a des règles précises. Exactement, de la même manière en fait que dans le règlement intérieur, on doit reproduire les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral. Il faudra rajouter là ici des articles relatifs à la protection du lanceur d'alerte. Et ça, c'est aux avocats évidemment de pondre la bonne phrase, parce que c'est un travail où chaque mot est pesé ou trébuché, on est d'accord? Oui, c'est gentil, effectivement, il vaut mieux faire ça avec nous. C'est vrai. Pour l'actualiser, et puis comme la procédure prend un peu de temps avec les partenaires sociaux, on y reviendra tout à l'heure, eh bien voilà, il faut l'anticiper, et comme on est déjà mi-juillet, ben voilà, ça fait partie des devoirs de vacances. Vous n'êtes pas venu par hasard aujourd'hui. Vous tirez la sonnette d'alarme. Concrètement, le règlement intérieur, indépendamment de tous les nouveaux articles ou les nouveaux articles qui vont arriver, c'est quoi le règlement intérieur? Le règlement intérieur, en fait, c'est la colonne vertébrale de la relation collective de travail. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les accords collectifs qui sont négociés avec les partenaires sociaux, et puis d'un autre côté, vous avez ce qui constitue le corpus de tout ce qui est hygiène, sécurité, discipline au sein de l'entreprise, d'où le lien avec le lanceur d'alerte. Et donc, dans le règlement intérieur, on va indiquer tout ce que les salariés collectivement peuvent faire ou les droits dont ils disposent, mais aussi les prestataires extérieurs, quand ils viennent travailler chez vous dans votre entreprise, il y a des normes d'hygiène et de sécurité qu'ils doivent eux-mêmes appliquer. Donc ça va s'appliquer à toute personne qui vient sur le site de l'entreprise, et on va ainsi organiser la manière de protéger les salariés et de les sanctionner s'ils ne respectent pas cette réglementation. Alors vous allez me dire, moi je m'en fiche puisque j'ai fait mes articles, j'ai fait mon boulot de droit, mais quand on rentre dans une entreprise, objectivement, il y a peu de salariés qui lisent le règlement intérieur. Oui, alors c'est un peu comme le document, vous savez, qu'on signe à la fin, où il y avait 12 pages d'achat, et puis on signe sans regarder. Exactement. Oui, en fait, pour le rendre opposable aux salariés, il faut effectivement l'afficher, vous le disiez en introduction, mais il faut également le discuter avec les partenaires sociaux. Ça fait partie de ces réglementations qui doivent recueillir l'avis du comité social et économique, du CSE. L'avis? Oui, c'est une consultation. Ah non, c'est une consultation, donc il faut un avis. Alors c'est pas un avis validation, donc. Hein. Oui, exactement. Donc c'est l'employeur avec ses conseils qui le rédige, mais il va le soumettre au CSE pour vérifier que l'ensemble des dispositions y figurent, que ça correspond à la loi, qu'il n'y a pas de clause interdite, on y reviendra, et que donc il peut être mis en place. Qu'est-ce qu'on met exactement dans ce règlement intérieur? On va arriver justement à ce qu'on peut mettre ou pas mettre. Voilà, alors parmi les choses obligatoires, on l'a dit, il y a la reproduction des articles relatifs au harcèlement sexuel, au harcèlement moral, et donc à partir du 1er septembre aux lanceurs d'alerte. Il y a aussi les dispositions relatives à l'échelle des sanctions disciplinaires. C'est très important parce que la Cour de cassation est assez stable dans ses arrêts sur le fait qu'on ne peut pas sanctionner un salarié si l'échelle des sanctions n'est pas prévue dans le règlement intérieur. On peut licencier pour faute grave, pour motif disciplinaire, ça c'est prévu dans le Code du travail, mais si vous voulez faire un blâme, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, il faut que ça figure dans le règlement intérieur, et y compris le cas échéant, avec des procédures à respecter. Donc c'est cette architecture-là qu'il va falloir avoir. Il y a le principe de neutralité qui est un article très important dans des entreprises où le voile, l'espace de prière, où il y a des cas où effectivement le religieux s'introduit. C'est un très bon point, Arnaud. Effectivement, on avait parlé l'an dernier à l'occasion de la décision de la CJUE qui avait imposé ces éléments-là. Effectivement, si l'entreprise veut que ses salariés respecte le principe de neutralité, elle ne peut le faire que si cela figure dans le règlement intérieur. Il faut que ça soit stipulé. Oui. Il faut que ce soit stipulé. Sinon, ça crée une zone de flou. Sinon, en fait, on ne peut pas se prévaloir. Encore une fois, c'est une architecture. Donc, l'entreprise ne peut pas, on appelle ça en langage juridique, être opposable. Ce n'est pas opposable aux salariés. Donc, on ne peut pas les sanctionner pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur si ça n'y figure pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une vigilance précise des avocats, des DRH qui doivent bien lister
et rien oublier. En fait. Exactement. De la même manière, si vous voulez mettre un dispositif de vidéosurveillance, ça doit figurer dans le règlement intérieur. Si vous voulez avoir la possibilité de fouiller vos salariés à l'entrée ou à la sortie pour vérifier qu'ils n'emportent pas des produits de votre usine, il faut le mettre dans le règlement intérieur. Ou des diamants quand on est du bijou. Exactement. Mais voilà, donc si on veut pouvoir fouiller, faire des contrôles éthylotest, ça doit figurer aussi dans le règlement intérieur. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. C'est un document qui peut être très long. Alors on n'est pas non plus dans les excès. J'avais un client en début de semaine qui tentait d'importer dans la filiale française dont il était le DRH un règlement intérieur américain qui fait 85 pages. Donc je le dis que c'était un peu long pour des standards français. Comme ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout est stipulé, c'est vraiment du contrat privé, le règlement intérieur. Ça des policies, donc effectivement, c'est un inventaire à la Prévert de tout ce qu'il ne faut pas faire et faire, mais dedans, il y a des éléments qui, en droit français, relèvent plutôt de corpus indépendant. C'est-à-dire, typiquement, une charte télétravail, vous n'avez pas l'intégrer dans le règlement intérieur. Alors qu'eux l'intègrent. Une charte télétravail, eux, ils l'intègrent. Un code de bonne conduite, ça figure dans le règlement intérieur. Nous, on fait un code de bonne conduite en tant que tel. Donc, on va agréger, pour le rendre opposable, là aussi, on va faire la même procédure qu'un règlement intérieur, de manière à ce qu'il ait la même force légale qu'un règlement intérieur. Mais les Américains, ils mettent tout dedans et après, ils chargent à nous de l'adapter au droit français. Vous nous l'avez dit, il est soumis au CSE pour validation. Donc il y a des règles que l'entreprise voudrait imposer, mais que le dialogue social interdirait, ou les syndicats ou les délégués interdiraient. Exactement. Ils diraient, nous, on s'y oppose. Même l'inspecteur du travail pourrait s'y opposer, puisqu'après la procédure CSE, il faut le soumettre à l'administration du travail. Et effectivement, il peut y avoir un jeu de questions-réponses avec l'inspecteur du travail sur, non, tête close, typiquement, ce qui pose le plus problème, c'est les aspects discipline et l'aspect principe de neutralité. Et donc l'inspecteur du travail va vous dire non, là vous ne l'avez pas très bien rédigé, il faut améliorer la rédaction de manière à ce que le principe soit légal. Vous l'avez évoqué, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses? Vous évoquiez les devoirs de vacances là, pour commencer cette chronique sur le lanceur d'alerte. Ça, c'est une obligation, il va falloir le faire. C'est une obligation, et les obligations sont sanctionnées par une amende. Donc c'est l'inspecteur qui vient vérifier, ou le délégué qui dit tiens, vous n'avez pas mis, Vous aviez l'obligation de le faire au 1er septembre, donc imaginons, on se projette dans 2 mois, l'inspecteur du travail vient contrôler les affichages obligatoires, les documents obligatoires de l'entreprise, et il constate que l'entreprise n'a pas mis à jour au 1er septembre, comme elle en avait l'obligation, son règlement intérieur pour intégrer la clause relative au lanceur d'alerte. Eh bien, elle peut sanctionner l'entreprise. Alors évidemment, il y aura une tolérance les premiers mois, mais voilà, ça fait partie des points de vigilance. Alors Étienne, quand même, c'est un point important. On reçoit le règlement intérieur sur télé. Non, mais c'est important parce qu'on signe son contrat. Est-ce qu'automatiquement, il y a une procédure qui fait qu'on reçoit en plus le règlement intérieur et on doit signer, valider, comme pour n'importe, produit ou document administratif, on dit j'accepte, j'ai lu et je valide. Est-ce que ça, on l'a mis en place? Non, ou est-ce qu'on est dans un vieux document? Non, mais c'est important. Non, mais c'est très comme important. Ça, on est sûr qu'il a été validé. Enfin, oui, mais le problème, c'est que ça risque de le contractualiser aussi, c'est-à-dire que de rendre quelque chose de collectif individuel. Et donc, si on veut le changer, de notifier individuellement à chacun des salariés. Donc, en fait, la procédure est collective, c'est-à-dire qu'elle passe par l'information et consultation du CSE à cet égard, et puis après par un affichage obligatoire et par une mise en forme généralement sur l'intranet de l'entreprise pour que tout le monde puisse s'y référer spontanément quand il y a un problème en disant voilà, typiquement si on veut sanctionner un collaborateur, on sanctionne dans l'échelle des sanctions en application de l'article X du règlement intérieur. Donc, ce n'est pas un outil anodin, parce que c'est vrai que le règlement intérieur, pour être honnête, quand on rentre dans une entreprise, personne ne le lit. Et puis c'est le jour où on part qu'on vous dit « Ah, vous n'aviez pas lu le règlement intérieur, mais interdit d'amener de l'alcool, par exemple, sur le lieu de travail », ce qui est un des éléments de sanction. Oui, tout à fait. Ou même quand, voilà, typiquement, pour faire le lien avec l'alcool, vous faites un éthylotest, le salarié proteste en disant « Mais pourquoi vous me faites un éthylotest? Vous n'avez pas le droit, c'est attentatoire à ma vie personnelle. » On dit « Mais si, regarde, on l'a mis à l'article 23 du règlement intérieur, j'ai le droit de te faire un éthylotest. » Et même si tu ne l'as pas signé, validé individuellement, il a été collectivement validé dans le cadre d'un dialogue social, donc tu l'as validé. Exactement. Je l'ai affiché, il est disponible sur l'intranet, il a été validé par mon CSE et par l'inspecteur du travail. Donc, il t'est opposable, donc je peux te sanctionner pour ne pas l'avoir respecté. Donc, affichez bien votre règlement intérieur à jour, non pas des cotisations, mais à jour des nouveaux articles. Et puis, faites aussi, vous, collaborateurs, l'effort de temps en temps d'aller jeter un œil sur le panneau, en général en liège. Ou quand vous êtes, c'est aussi un point important, je le disais en introduction, mais quand on est prestataire de service et qu'on va travailler chez un client, il faut aussi ne pas oublier qu'on est astreint
à des règles notamment d'hygiène, de santé et de sécurité, notamment s'il y a un port de casque obligatoire, vous êtes prestataire extérieur, vous arrivez sur un chantier, Obligé. il faut mettre le casque. Pourquoi il faut mettre le casque? Parce que c'est marqué dans le règlement intérieur de l'entreprise. Enfin, je ne veux pas pinailler, mais l'entreprise aurait tout intérêt quand même à envoyer sur le smartphone le règlement intérieur pour lui dire vous devriez tout de même le lire, vous entrez dans une zone avec un règlement intérieur, ce qui permettrait aux salariés de ne jamais dire ah ben non, je n'étais pas au courant. Oui, tout à fait. Enfin, je vous le soumets, peut-être que vous allez commencer à mettre en place le dispositif. On va voir les formes du nouveau gouvernement. Exactement, c'est peut-être un objet d'amendement sur un texte. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit social. Et vous nous avez éclairé sur le règlement intérieur. On fait une courte pause, on s'intéresse au DRH. Mais alors là, on va décortiquer le métier parce qu'il y a un livre qui sort justement pour comprendre les enjeux d'une prise de poste sereine quand on est DRH. Bah oui, il y a des écoles de formation, puis il y a des jeunes DRH qui démarrent dans la carrière. Ce livre, eh bien, c'est votre guide pratique. Il a été écrit notamment par Audrey Richard, la présidente de la NDRH. Elle est notre invitée juste après la pause.